C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons une espérance de vie aussi longue. L'espérance de vie dépasse 80 ans pour les hommes, 86 ans pour les femmes. On dit qu'un enfant sur deux qui naît aujourd'hui sera centenaire. C'est une longévité aussi qui est une longévité en bonne santé. Et les gériatres nous disent qu'une personne de 90 ans qui est autonome le restera jusqu'à la fin de sa vie. Cette longévité, évidemment, elle pose question. Elle pose question parce que nous sommes donc dans une société vieillissante. Par exemple, tout ce qui est réfléchi actuellement autour d'une loi d'adaptation de la société au vieillissement de la population montre que ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a des gens qui pensent que le vieillissement de la société, cette longévité, elle va être un poids pour la société. On en parle en termes de poids. Plutôt que de voir la longévité comme un poids, il y a de plus en plus de personnes qui se disent c'est une chance. Et c'est une chance à trois niveaux. D'abord, c'est une chance personnelle. Quand on a la chance d'être en vie et en bonne santé à 80 ans, alors que tant de gens meurent beaucoup plus jeunes de maladies, par exemple, on a le sentiment qu'on a la possibilité justement peut-être de découvrir des choses nouvelles, on a la possibilité d'accomplir sa vie, ce qui est un terme assez intéressant, l'accomplissement d'une vie. C'est une chance au niveau collectif. C'est une chance au niveau collectif parce qu'une personne qui vieillit bien, c'est une personne qui envoie un message à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants. Et elle leur dit « c'est possible de vieillir d'une manière intéressante et heureuse ». Et je me souviens très bien d'un philosophe, Robert Misrahi, qui m'avait dit, il avait 90 ans, quand je l'avais interviewé, il m'avait dit « Marie, ce que vous pouvez faire de mieux pour vos enfants, c'est de leur faire don d'une maturité heureuse ». Et là, il m'avait fait comprendre quelque chose que j'ai entendu aussi beaucoup, la génération de mes enfants. Ce sont des enfants qui disent à leurs parents « vieillissez le mieux possible, faites ce qui est bon pour vous ». Parce que c'est comme ça que vous serez léger pour nous. Parce que quand on parle du poids, du vieillissement de la population, bien sûr, on en parle en termes économiques, mais c'est aussi le poids psychologique. On sait très bien qu'une personne qui vieillit mal, elle va peser très lourd psychologiquement sur ses enfants et sur ses petits-enfants. Donc, cette longévité, c'est une chance collective parce que quand on vieillit bien, que l'on peut transmettre cet exemple à ses enfants, eh bien, on fait beaucoup pour eux. Et puis, le troisième niveau, c'est le niveau économique, tout simplement. On sait que le vieillissement de la population, eh bien, ça engendre des emplois et ça engendre aussi ce qu'on appelle la silver economy. Alors, cette longévité en bonne santé, évidemment, elle dépend bien sûr des gènes, mais pas seulement. Elle dépend beaucoup du mode de vie. Et je vais vous donner l'exemple des centenaires de l'île d'Okinawa. Au Japon, sur une petite île, vous avez la densité de centenaires la plus élevée au monde. Évidemment, le monde entier s'est penché sur les secrets de cette longévité heureuse. Et on a découvert que ce n'était pas du tout génétique. Parce qu'un habitant d'Okinawa qui émigre aux États-Unis, il ne devient pas centenaire. Parce qu'il a un autre mode de vie, donc il ne vit pas très vieux. À Okinawa, les gens sont centenaires parce qu'ils ont un mode de vie, un mode d'alimentation qui est très bon pour leur santé. Et surtout, ils sont considérés par leurs enfants et par leurs petits-enfants comme des trésors et des porte-bonheur. Donc on voit effectivement que la longévité, c'est pas uniquement génétique, c'est le mode de vie. Nous avons eu un plan Bien vieillir il y a quelques années sous le ministère de Philippe Bas et il y avait 3 préconisations
bien s'alimenter, bouger, rester en lien, c'est-à-dire effectivement pas être dans l'isolement, hein, être en lien avec les autres. Ça c'est très bien, mais moi je rajouterais aussi des raisons psychologiques et spirituelles. Je pense qu'il n'y a pas que le bien s'alimenter, bouger, rester en lien. Je crois qu'il faut être bien dans sa tête, il faut être bien à l'intérieur de soi. Vieillir est un paradoxe et je crois que c'est Victor Hugo qui a le mieux illustré, parlé de ce paradoxe quand il dit dans les Contemplations, il dit « Je ne vieillis pas, au contraire. C'est d'ailleurs à cela que je sens l'approche de la mort. Mon corps décline, ma pensée croît. Dans ma vieillesse, il y a une éclosion. » Alors tout est dit là. Le corps décline, c'est ça le premier paradoxe. Le corps décline, c'est vrai. C'est une réalité, même si aujourd'hui le progrès scientifique, le progrès médical, le progrès de la cosmétologie permet de retarder les effets du vieillissement, c'est une réalité. Le corps décline, le corps s'use, le corps vieillit. Les neurosciences nous montrent actuellement justement que les neurones continuent justement à faire des connexions. Donc on pensait à un moment donné que le stock neuronal était quelque chose qui s'épuisait. Non, les neurones continuent à faire des connexions. Donc la pensée peut croître. Ça veut dire qu'elle peut s'enrichir, qu'on peut apprendre des choses nouvelles. Et c'est pour ça que la curiosité d'esprit, la curiosité qui fait qu'on a envie d'apprendre encore, qu'on s'intéresse à ce qui se passe autour de soi, eh bien c'est une clé évidemment extraordinaire du bien vieillir. Et puis l'éclosion, il y a ce mot extraordinaire d'éclosion. L'éclosion, ça veut dire qu'on s'ouvre. On s'ouvre, il y a l'ouverture du cœur, bien sûr, il y a l'ouverture d'esprit, la curiosité d'esprit. Cette ouverture, au nouveau, c'est quelque chose de très important. Donc on voit bien ce paradoxe. Le corps décline, la pensée croît. Il peut y avoir une éclosion du cœur, une éclosion de l'esprit aussi. On peut s'ouvrir à des choses nouvelles. Alors, beaucoup de gens me disent, mais on vieillit comme on a vécu. C'est vrai, d'une certaine façon, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui découvrent, en avançant en âge, qu'elles peuvent justement changer. Elles prennent conscience, par exemple, qu'il y a des façons d'être, des modes, peut-être des habitudes, des comportements qui n'aident pas à bien vieillir. Prendre l'exemple du pessimisme. Les personnes qui voient toujours le verre à moitié vide sont des personnes qui ne vieilliront pas bien. Parce qu'évidemment, les raisons de se plaindre, les raisons de voir le verre à moitié vide, évidemment, elles sont nombreuses. Donc, une des grandes clés, c'est de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire, c'est cultiver l'optimisme. Et travailler à bien vieillir, c'est s'exercer quotidiennement à voir ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. C'est une décision. Je crois qu'on peut effectivement le décider parce que ne rien décider du tout, ne rien changer, au fond, se laisser aller, laisser les bras, attendre que ça se passe. C'est la pente la plus facile. Mais c'est une pente, on le sait très bien tous, c'est une pente qui dégringole très vite. J'insiste, bien vieillir, ce n'est pas facile. Ça peut se mener joyeusement parce qu'on se rend compte aussi que plus on cultive cet optimisme, et plus on fait du bien autour de soi, plus soi-même on se fait du bien. Donc effectivement, je crois que ça peut s'apprendre et ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas du tout trop tard de mettre en place
des bonnes pratiques, des bonnes stratégies, parce que justement, le psychisme est encore assez souple et qu'on a longtemps cru qu'après 50 ans, le psychisme était rigide. C'est faux. Le psychisme continue à évoluer, donc on peut toujours apprendre.